Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le doute n'est plus permis. Nous assistons à une véritable offensive du régime pour casser le Hirak, semer le doute au sein des plus hésitants, agiter l'épouvantail d'un retour du terrorisme. Des plumes parmi les plus éradicatrices reprennent du service et du poil de la bête. Des relais habituels du régime font chorus, comme guidés par un même chef d'orchestre. La bipolarisation s'accentue davantage. En somme, et dans le même temps que le régime semble désemparé, incapable de mener à bien son initiative des législatives anticipées, le sécuritaire, version police politique, dans tout ce qu'elle dispose de moyens médiatiques et de subversion, sort du bois et tente d'occuper le terrain de la contre-révolution. C'est comme un champ de bataille qui se met en place. D'un côté, le Hirak, toujours aussi mobilisé, aussi soudé, malgré le travail de sape, et de l'autre, un régime au moins bicéphale, aux prises avec une crise économique envahissante, particulièrement ravageuse, mais qui s'arc-boute et s'obstine, et qui semble décidé à ne reculer devant aucun moyen, aucun péril, aucune extrémité. L'appareil judiciaire n'est pas en reste, toujours égal à lui-même, toujours au garde à vous, toujours prêt à rendre les verdicts que les donneurs d'ordre attendent de lui, jusqu'à se prêter à des jugements de condamnation suivis d'autres d'acquittement, pour une même personne dans une même affaire. Une situation générale électrique, dans un climat social explosif, aux approches d'un Ramadan qui s'annonce très pénible pour des millions d'Algériens. C'est dire combien l'ambiance générale est volatile, sujette à toutes les manipulations, à tous les effets pervers, dans un Hirak qui, pour le moment, reste en pilotage automatique, sans direction, sans véritable feuille de route, si ce n'est celle très claire d'un refus de toute élection menée par un régime lui-même issu de la fraude électorale, un Hirak dont les horizons sont à eux seuls un projet de nation, un état de droit, dans tout ce que cela suppose d'institutions et de légitimité. Mais sans autre disposition organique qui soit, pour le moment du moins, un Hirak sûr de lui, confiant en ses forces et qui se solidifie tous les jours malgré une contre-révolution qui se déchaîne. Aujourd'hui, mardi 111, les étudiants et leurs compatriotes qui les accompagnent et les protègent ont été encore plus présents que le mardi 110, avec d'autant plus de détermination. C'est dire que malgré tout ce qu'elle entreprend de coups tordus, la police politique continue d'essuyer échec après échec. Algérie, mardi estudiantin 111, c'est le titre de notre émission. Pour en parler aujourd'hui, j'ai ici avec moi mon ami Samir Bellatesh, militant
politique. Samir, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Je te salue, Djamaldine. Merci. Je salue tous les téléspectateurs et puis les invités de tout à l'heure. Merci. Donc, avec nous, il y aura Maître Issa Rahmoun, avocat défenseur des droits de l'homme, avec lequel nous allons commencer, puisqu'il faudra le libérer, il est sur la route. Et nous aurons en Skype Asia Guichoud, Hirakis, depuis Bruxelles, et Qaddour Chouicha, syndicaliste universitaire, défenseur des droits de l'homme, depuis Oharan. Nous allons commencer par Maître Issa Rahmoun. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. C'est le khair, c'est Jamal. Bonsoir aux téléspectateurs et aux invités de votre émission. Très bien. Alors, vous êtes au volant, donc nous n'allons pas vous retenir très longtemps. D'abord, est-ce que vous avez appris, parce que vous êtes au volant, donc peut-être que vous n'avez pas encore su, que les 24 détenus, les 24 Hirakis qui ont été mis sous mandat de dépôt à Bainam et à Sidi Mohamed, ont entamé tout à l'heure une grève de la faim, tous, sans aucune exception. Oui, tout à fait. Je l'ai su par la voix d'un confrère, Maître Abdelrahman Salah, qui a confirmé effectivement que les détenus du Hirak du samedi passé ont été mis en mandat de dépôt et par la suite, ils ont entamé à partir d'aujourd'hui une grève de la faim. Ce qui est grave pour le régime en place et pour l'institution, l'appareil judiciaire, c'est quand ils se font quand ils reçoivent comme ça des gifles de la part de ces jeunes enragés, ces jeunes Algériens qui ne veulent plus vivre sous un régime autoritaire, sous un régime qui est négationniste, sous un régime qui refuse l'autre parole et la liberté à cette jeunesse épris de justice qui veut construire l'état de droit et des institutions. Aujourd'hui, les gens ont prouvé avec leur grève de la faim qu'en fin de compte, la prison n'inquiète pas. C'est pas ils n'ont plus peur de la prison. Ils n'ont plus peur de revendiquer leur droit d'être dans la rue et d'exercer leur droit et à avoir des droits réellement. Mais Issa Rahmoun, oui, je vous alors, entends. on sent que là, ce n'est pas des décisions de justice. Ce n'est pas un juge d'instruction qui a estimé que celui-là, il fallait le mettre en garde à vue, le maintenir en garde à vue ou le libérer, celui-là en mandat de dépôt. Là, ce sont 24, tous ceux qui ont été arrêtés, dans 2 tribunaux différents, dans 2 parquets différents, ont été tous mis sous mandat de dépôt. Il y a donc très clairement une opération en marche. Est-ce que c'est pour pour faire peur au Hirak, tenter de réduire sa montée en cadence, puisque chaque semaine, il y a encore plus de monde et plus de villes. Qu'est-ce que ça cache, cette histoire de mandat de dépôt aussi massif? Je pense que effectivement le régime n'ira mais khas Saïd le Hirak. Pourquoi le mardi, le vendredi, c'est des jours qui sont très importants dans la vie du Hirak. Mais là, souvenez-vous aussi de l'épisode de Khaled Brarni où Samir Blarbi, ou Moua Hamitouche, des SOS disparu, qui est aussi militant de la Ligue algérienne de défense des droits. Quand il y avait eu cette montée du Hirak pour manifester les samedis, c'était une vague d'arrestations aussi importante. Il ne faut pas qu'on oublie qu'à partir du samedi prochain, et pour 3 jours, une délégation, une forte délégation ministérielle de française vont débarquer à Alger. Oui. Et si le samedi est maintenu et comme mot d'ordre, في مجال النضال والتصعيد في الحراك, cela ne va pas plaire, bien sûr, au régime, à la régence d'Alger. Vous savez... La régence d'Alger, avez-vous dit? Oui, la régence d'Alger, parce qu'ils sont en train de mettre le tapis rouge à l'establishment française à l'occasion de leur visite. Et réellement, parce que tous ceux qui ont été mis sous mandat de dépôt l'ont été le samedi, en effet, dans le cadre de Tsaïd, comme on dit, c'est-à-dire l'escalade. Ça veut dire le Hirak qui veut passer des 2 jours consacrés, le mardi et le vendredi, pour rajouter un 3e jour le samedi. Et c'est ça qui semble avoir
fait paniquer le régime qui donc a procédé pour décourager les gens à une mise sous mandat de dépôt de quasiment tous les hirakistes visibles. Tout à fait. Bon, je vous explique en deux points. Du moins, c'est ce que je pense pouvoir comprendre de ce procédé. Primo, il y a une fatigue généralisée chez les corps constitués. Vous savez, tous ces policiers qui sont très solidaires pour la plupart, au fond d'eux, à la question du Hirak, mais aussi ils sont éreintés par le fait d'être maltraités par leur chefferie. Ils sont à Touggourt, ils sont à Ouargla, ils sont à Béjaïa, ils sont à Constantine, ils sont à Naba. Ils se déplacent un peu partout. Ils sont très fatigués. Là, c'est un problème pour le régime. Deuxième problème, effectivement, c'est qu'il y a des activistes qui sont rendus visibles et qui ont des déclarations lisibles dans le Hirak. Il faut casser ces têtes du Hirak. C'était comme l'opération d'arrestation de Silk Warburg à Karim Tabou, les premières arrestations effectuées par le régime. Et cela obéit aussi à deux agendas, la visite de la délégation française ministérielle, mais aussi préparer le bon déroulement des législatives. Et pour ce qui est de cette affaire Saïd Chetouane, nous allons regarder la dernière vidéo qui vient juste de tomber, où il a pu s'exprimer lors de cette marche estudiantine à Alger. Nous allons l'écouter. Je reviens à vous, Maître Issa Rahmoun. Elle n'est pas prête. Alors, quelle est donc votre position sur cette affaire? Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus que le régime a réagi de façon très, très vigoureuse, criant au complot, accusant les gens de Rachad d'avoir monté cette affaire de toutes pièces, cherchant très visiblement, vraisemblablement, à casser cette solidarité qui s'est construite autour de cet enfant, qui, rappelons-le, a subi des attouchements sexuels. Et donc, pour faire tourner toute cette affaire en complot, on parle d'arrestation de sa mère. Les jeunes qui l'accompagnaient, dont Mohamed Tajadid, ont été arrêtés, ils sont en prison. Qu'est-ce que vous en pensez, Issa Rahmoun? Vous savez, le régime répond à des questions, à des questionnements politiques, à des problèmes politiques par des procédés sécuritaires et répressifs à la fois. La torture était toujours pratiquée en Algérie, et ce depuis l'indépendance du pays. C'est heureusement que actuellement, avec les réseaux sociaux, avec aussi le courage de cette jeunesse qui est formidable, qui ont osé déclarer publiquement les sévices qu'ils ont subis dans les centres de détention, des services ou dans les commissariats de police. Là, la victime, vous savez, dans ma profession de défenseur, d'avocat, si la victime n'accompagne pas son défenseur dans les déclarations, dans l'établissement des rapports, dans le dépôt de plainte, dans une déclaration publique, les affaires de torture ne peuvent pas émerger au grand jour. Moi, je suis très déçu, voire choqué par les déclarations du procureur général près de la cour d'Alger. On relève en moi deux, trois points très importants. Un, il y a divulgation du secret d'instruction. Vous savez que le secret d'instruction et la préservation du secret d'instruction est une loi est un article très important dans le code pénal. Le procureur général s'est donné le droit de rendre public toute l'instruction effectuée avec le jeune mineur Saïd Chetouane, avec sa maman et son père, voire aussi avec les témoins de l'affaire. Il a rendu public toutes les déclarations de ces parties. C'est une grave dérive de la part d'un procureur général, d'une part. D'une autre part, il s'agit d'un jugement déjà établi. Quand ils enclenchent une enquête en direction des accompagnateurs de Saïd Chetouane dans les marches pour leur faire porter le chapeau et les accuser devant l'opinion publique, et prendre un jugement clair, parce que là, il a rendu un jugement avec ses déclarations. Il est en train de poursuivre, il est en train d'enquêter, il est en train de rendre une décision de justice. C'est une entrave au travail judiciaire. D'ailleurs, il y a même... Quand on accuse Rachad aussi
pas seulement Rachad. Maintenant, le Goudam, avec le boycott du FFS, ils peuvent nous faire sortir le FFS, le RCD, le PT. De toute façon, ils sont en train de tirer dans tous les côtés, sur tout le monde. C'est la panique à bord réellement. Et le procureur a répondu à un journaliste qui lui demandait simplement, Monsieur le procureur, pourquoi la police ne vous a pas prévenu alors que le Code de procédure pénale, l'article 50, prévoit que le procureur doit être prévenu immédiatement quand un mineur est appréhendé. Il lui a dit, pourquoi vous n'avez pas été prévenu alors que 14 heures plus tard, ils l'ont gardé 14 heures avant de prévenir le procureur. Le procureur a répondu, comme ça, en Darja, vous étiez avec eux, vous. Vous imaginez un peu l'ambiance dans cette interview accordée dans cette déclaration publique du procureur. C'est des Houziya à la belle. Le régime des Houziya, le régime des caïds de quartier. Dans leur tête, dans leur fonctionnement, ils croient que le pays leur appartient. Et le peuple, ils sont dans une logique de domination. Ils sont dans une logique de négation. Ils sont dans une logique d'exclusion. Ils ne peuvent pas constituer, ils ne peuvent pas construire un État démocratique, un État de droit. Ça ne m'étonne pas. Souvenez-vous des réponses de Zerhouni, souvenez-vous des réponses de Sellal. Le régime n'a pas changé. Toutes les réponses des officiels, des responsables algériens depuis l'indépendance à nos jours, c'est des réponses méprisantes. Ils méprisent le peuple, ils nient l'existence de la notion du peuple, de la République elle-même. Ça ne nous étonne pas. C'est pour cela que le Hirak doit continuer. C'est pour cela que le Hirak n'est pas arrivé à ses objectifs. Et c'est pour cela que les citoyens algériens sont toujours dans la rue. Maître Rahmoun, merci d'avoir participé avec nous. Je vous souhaite un bon voyage, bonne route et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Alors, donc, nous revenons à nos amis. Nous venons d'être rejoints par Kaddour Chouicha, universitaire, défenseur des droits de l'homme, syndicaliste. Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et j'en profite pour passer le bonjour à tout le monde. Merci. Alors, Kaddour Chouicha, d'abord, à chaud, on nous a rapporté que vous et votre épouse, elle aussi hirakiste connue sur la place de Ouaharan, avait été interpellée par les forces de l'ordre, comme on les appelle, et que vous avez été maltraité, vous et votre épouse. Est-ce que vous confirmez? Oui, surtout mon épouse qui a même été jetée par terre par un policier, 3 policières qui ont fondu sur elle pour lui arracher son appareil photo. Et même si elle était là pour couvrir l'événement en tant que journaliste avec un ordre de mission. On rappelle qu'elle couvrait l'événement pour le journal Liberté, hein? Jamila Loukil. Et un des policiers avait même dit, oui, je sais que vous êtes journaliste, mais je vous en bats. C'est-à-dire que c'est clair, c'est de l'intimidation, faire peur, tout simplement, à ceux et celles qui résistent, qui restent debout, malgré toute cette répression. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec vous à Ouaharan. Le mardi estudiantin, le mardi 111, comment ça s'est passé à Ouaharan? Bon, j'y étais pas parce que j'ai été retenu, mais j'ai été informé par mon épouse, mon fils, mes amis. Ça s'est passé comme maintenant chaque mardi. Les étudiants viennent et il y a des citoyens et des citoyennes qui viennent les appuyer, les aider. Ils ont scandé, ils ont essayé d'entreprendre une marche, mais comme toujours, il y a un cordon de policiers qui les empêche d'aller plus loin. Ils arrêtent au niveau du cordon de policiers, ils scandent aussi. Alors, je me permets de vous interrompre. Nous allons passer les images de Ouaharan et je reviens à vous. Ouaharan, mardi estudiantin.
Alors, Qadour Chouicha, est-ce que le nombre relativement assez bas hein, des manifestants estudiantins à Oran peut s'expliquer, d'après vous? La seule explication, la première explication, c'est que beaucoup d'étudiants ne sont pas revenus au mardi, ne reviennent plus au mardi. À un certain moment, ils étaient très nombreux. Ils faisaient même des marches à partir de plusieurs établissements universitaires pour rejoindre la wilaya, le siège de la wilaya. Et ça a régressé. Et pourquoi? Est-ce que c'est dû à une pression policière, à du flicage, à de la subversion, ou juste du désintérêt peut-être? Non, je pense qu'il y a de tout. Il n'y a pas une seule explication. D'accord. D'abord, la première explication, c'est le fait que les étudiants n'ont pas eu le temps de créer leur propre organisation syndicale. Donc, en fait, ceux qui menaient la danse, c'était les anciennes organisations estudiantines qui se cachaient, mais qui étaient là sur place, qui menaient la danse. Donc, c'est pourquoi les étudiants n'ont pas su profiter de cette occasion pour remplacer cela par une organisation syndicale autonome des étudiants. Alors, je pose la question aux défenseurs des droits de l'homme. C'est mise sous mandat de dépôt de 24 hirakistes en une seule fois, 14 à Bainam et 10 à Sidi Mohamed ou l'inverse. D'après vous, ça obéit à quel agenda, à quelle disposition? Je pense que c'est tout simplement une réponse politique et basée sur une gestion sécuritaire par rapport à ce qui est en train de se passer en Algérie. C'est-à-dire. Je vous rappelle, Qadour Chouicha, que les 24 ont marché samedi dans cette journée du Tassaïd à laquelle ont appelé les hirakistes. Oui, justement, c'est pourquoi on ne peut pas comprendre cela si on ne revient pas un peu en arrière en disant que les marches avaient disparu et ça a été décidé par les gens du Hirak lorsqu'il y a eu la pandémie. Et je pense que le pouvoir actuel pendant longtemps qui ne pouvait pas revenir, surtout qu'il avait accentué la répression. Puis la première gifle, ça a été le retour des marches au niveau national. Puis deuxième aspect, la persistance de ce retour des marches. Maintenant, troisième aspect, l'escalade dans les marches. Donc pour ceux qui disent que le Hirak fait dans le statu quo ne bouge pas, je pense que c'est tout le contraire qui est en train de se passer, puisque nous passons d'une étape où il n'y avait aucune marche à d'autres étapes où ces marches non seulement se renforcent, mais deviennent encore plus fortes au niveau national. Il y a certaines villes dans lesquelles il n'y avait plus de marches. Maintenant, il y a des marches. En plus, maintenant, il y a d'autres journées qui sont incluses. Donc, même, j'oserais dire, c'est comme s'il y avait un chef d'orchestre qui menait tout ça. Alors que les gens nous disent, non, il n'y a rien, ils ne peuvent pas s'entendre, il n'y a pas de coordination, ils ne savent pas où aller, c'est statu quo. Mais quand on regarde finalement, c'est une montée en puissance. Et cette montée en puissance fait peur. Elle fait vraiment peur parce que je pense rien que pour la ville d'Alger, si les citoyens et citoyennes d'Alger décident d'ajouter des journées pour des marches, je pense que la police ne pourra pas résister. Elle est déjà sous pression énorme. Je ne pense pas qu'elle puisse résister. Alors, un avis sur l'affaire Chetouane, le jeune adolescent, mais pas seulement. Il y a aussi un autre cas dont quasiment personne ne parle, qui est celui de l'étudiant d'Al-Bayad, Ayoub Cheyatou, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que je prononce mal, qui a déclaré, d'abord son père, puis lui-même a confirmé, qu'il a fait l'objet de sévices sexuels Al-Bayad dans un commissariat de police. D'après vous, qu'est-ce qui explique ces pratiques? Est-ce que c'est parce que maintenant les gens n'ont plus peur et qu'ils en parlent, parce que ça a toujours existé, ou est-ce une nouvelle façon de terroriser les gens?
En fait, ce n'est pas une nouvelle façon de terroriser les gens, parce qu'elle existe depuis très longtemps. C'est vrai que les gens ne veulent pas parler des années 90, mais force est de revenir à la réalité et à la cruauté de ce qui s'est passé. Donc ça existe depuis très longtemps. Ça a été repris et les gens avaient un peu, disons, honte, un peu peur, un peu. Mais depuis l'affaire de Walid Napriche, je pense que les langues sont en train de se délier. Et je sais pour avoir été mis au courant qu'il y a des plaintes au niveau de la ville de Mostaganem, de la ville de Terre, de la ville de Chlef, de citoyens sur lesquels ont été faits des attouchements sexuels. Ils ont fait des plaintes, ou bien ils sont en train de faire des plaintes auprès de la justice interne et qui comptent en plus après envoyer ces plaintes au niveau international. Donc, c'est en train de monter en puissance la gestion sécuritaire avec les mots d'ordre, avec, disons, la stratégie de faire peur en jouant sur cette arme qui est le sexe, qui est l'arme sexuelle, qui a toujours été utilisée en temps de guerre envers les plus faibles. Eh ben, je pense que cette stratégie maintenant est en train de remonter, d'être dénudée, et pas simplement au niveau intérieur, puisque j'ai dit il y a des plaintes. Les gens maintenant ont le courage d'écrire des plaintes là-dessus, et ils comptent tous les envoyer au niveau international pour constitution d'un dossier pour montrer que ce n'est pas une bavure, comme avait dit un certain bonhomme, ce n'est pas une bavure isolée, mais c'est une stratégie qui est mûrement réfléchie. Et tant que les Algériens reprendront confiance et dénonceront ça, nous allons mettre à bas cette stratégie. Alors, Khadr Choucha, dernière question. À côté de vous, nous avons affiché la une du Soir d'Algérie, alors où on nous dit, alors je ne vois pas très bien, affaire du mineur Saïd Chetouane, un scénario de Rachad, point d'interrogation. Et dans la photo, on ne voit pas Rachad, on voit Ali Belhaj et des personnes du fils avec de longues barbes, des khamis, etc. Ce n'est pas Rachad en tout cas. Visiblement, ce n'est pas. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, Khadr Choucha, de cette façon d'informer, entre guillemets? Là, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, tout simplement. C'est-à-dire la réalité est là. Et moi, je suis de ceux qui remercient Tel Aviv et tout d'être resté la nuit pour attendre ce mineur et être resté avec sa mère. Imaginez si ce mineur était resté tout seul et qu'il était sorti tout seul, ou bien avec sa mère, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc, moi, au contraire, je remercie ceux qui sont restés et qui ont été tellement eux-mêmes ont été vraiment choqués. La vidéo qu'ils ont annoncée montre que c'est eux-mêmes d'abord qui ont été choqués. Et ça a réveillé des consciences un peu partout. Ce cri d'alarme, ce cri d'alerte a réveillé des consciences. Maintenant, pour ceux qui essaient de manipuler cela, je pense que ça ne passera pas. Je pense que c'est simplement un coup d'épée dans l'eau. Les gens sont conscients de ce qui est en train de se passer. Ils ont tout compris. On peut maintenant continuer à mentir aux gens. Mais heureusement, les réseaux sociaux ont fait en sorte que maintenant, je ne sais pas combien de journaux maintenant sont achetés par les Algériens, mais il y a eu une sorte de remplacement des anciens médias par les réseaux sociaux, et les Algériens et les Algériennes sont alimentés par tous les Facebookers, tous les blogueurs qui leur font parvenir la vérité. C'est pourquoi je n'aime pas parler de ces petits jeux machiavéliques qui ne touchent que leurs propres personnes, que leurs auteurs, mais je pense que les citoyens et les citoyennes ont tout compris. Merci, Khadr Choucha. Au plaisir de vous revoir dans cette émission. Alors, Samir Bellatesh, et nous allons recevoir Assia Guichoud. Assia Guichoud, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Azul, et salut Samir. Heureuse d'être avec vous. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Alors, nous allons donc commencer par montrer après avoir montré Warren, nous allons voir Alger, des étudiants, Alger 111.
Je rappelle à ceux qui voient qu'il y a de nombreuses personnes autour des étudiants et qui ne sont pas des étudiants, que c'est depuis un certain mardi, en 2019, je crois, il y a eu des brutalités policières vraiment atroces contre les étudiants. Et c'est depuis que la famille, les parents, les amis des étudiants ont décidé d'accompagner leurs étudiants à chaque fois. Et c'est pour ça que depuis, tous les étudiants qui sortent sont accompagnés par les seniors, si on peut dire, par leurs sœurs, par leurs frères, par leur père. Et nous allons voir Bjaya. Et nous allons voir, Samir me disait, depuis ce fameux mardi où ils ont été brutalisés, les gens avaient adopté un slogan « Haggarin Talaba, Haggarin Talaba » et ils allaient jusqu'au campus pour les faire sortir et les encadrer. Donc. Nous allons regarder des scènes de Tizi Ouzou estudiantine. Et enfin, nous allons voir Kharata. Kharata qui sort tout le temps. Elle sort le vendredi, le mardi, le samedi, la nuit, le jour. Oui, Corona ou pas. Corona ou pas. Corona ou pas. Kharata. Samir, alors, sujet du mardi des étudiants. Ben, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, je veux dire, beaucoup de choses ont été dites depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que les étudiants, ils continuent à être mobilisés. Je pense au même rythme que la société, que ce qui se passe dans la société, même si, comme le disait M. Chouicha tout à l'heure, lui-même, il est enseignant, il est enseignant universitaire, dans les syndicats et tout. Donc, je pense qu'il a quand même une belle vue sur ce qui se passe. Il dit qu'il y a eu quand même un rétrécissement un peu de la chose. Hein. Il y a moins d'étudiants qui sortent et tout. À mon avis, ça peut s'analyser.
C'est un peu normal aussi après un an de Covid, etc. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont peur d'aller dans des manifs à cause du Covid, hein, jusqu'à maintenant, de toute façon. Et il doit y avoir d'autres explications. Moi, j'ai écouté un peu des étudiants s'expliquer. Hein. Des fois, il y a la peur, des fois, il y a les conditions qui sont très, très difficiles, quoique on ne voit pas ça dans les manifs. Oui. En fait, les gens sont dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, on m'a rapporté que dans une université de l'Est algérien, dont je tairai le nom, un groupe d'étudiants très proche de la direction, très proche du RND, du FLN, des organisations de masse qui, en généralement, fait main basse sur leurs villes respectives, empêche littéralement les étudiants de manifester. C'est un véritable flicage. Oui. Ouais. Même la société, je pense que les étudiants subissent ce que subit la société. On est en train de le vivre. Je pense, comme tu le disais dans ton édito tout à l'heure, qu'il y a une pression énorme sur le Hirak. On essaie de leur faire peur, on les terrorise, on les embarque, on leur parle très mal aux gens, on les diabolise et on leur dit qu'ils sont à la solde de l'étranger, qu'ils sont contre l'intérêt national. C'est-à-dire qu'on fait pression sur la société algérienne. De mille et une manières. Absolument. Et je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que le Hirak est en train de revenir dans la rue. Il revient en force et de plus en plus fort. Et c'est ça, en fait, qui, à mon avis, c'est celle-là l'actualité, qui fait que le régime... il perd patience, etc. Il fait ce qu'il a fait depuis le début du Hirak, à mon avis, c'est réprimer, dire non aux Algériens, essayer de casser le Hirak, etc. Ça n'a pas changé depuis le début jusqu'à maintenant. Et voilà, pour les étudiants, moi je dis bravo les jeunes. Franchement, moi j'admire leur mobilisation. J'admire leur lucidité parce qu'on va écouter toutes leurs vidéos sur Facebook, YouTube, etc. Ils sont extrêmement mobilisés, incroyables. C'est incroyable. Ouais. Et c'est la bonne santé du peuple algérien, je pense qu'on doit constater. On n'aurait jamais pensé que l'université algérienne, il y a quelques années seulement, puisse se mobiliser autant. La société, elle était en train de vivre sa vie sous la dictature à sa manière. En chrysalide. Elle s'est adaptée à une situation, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait. Mais le peuple algérien n'est pas mort, il est vivant, il a une jeunesse extraordinaire, il a des gens qui ont tout compris, ils sont connectés sur le monde. Non, moi je dis la dictature algérienne est finie, à mon avis. Elle est finie, on va lui rajouter encore quelques mois, peut-être. Et elle ne risque pas, dans ces convulsions de coma, elle ne risque pas d'entraîner le pays dans ne sais quoi. Il y a ce risque. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas allés vers la violence. Je pense qu'il doit y avoir des raisons assez lourdes. Sinon, ils l'auraient fait parce que c'est des gens violents. Même si leur violence s'exprime autrement, d'une manière graduelle, ils essaient de contrôler ça. Mais à mon avis, moi je dis, même si la dictature, elle va dans le mauvais sens, elle va dans la violence ou un truc comme ça, moi je garde confiance encore une fois dans ce peuple pour dépasser, y compris cette situation-là. Nous sommes appelés à la dépasser si elle se produit. En plus, elle est probable. Hein. Les Algériens sont très conscients du fait qu'ils ont affaire à un régime qui peut être sanguinaire, violent, etc. Il est têtu, haggarin, dailin zkara, et puis ils sont sur une autre planète. Et ils ont beaucoup à perdre. Les Algériens ne sont pas dans la vengeance. Pas seulement la vengeance. Si demain le régime tombe, que le secret sorte sur tout ce qui a été commis, c'est énorme. Ils ne trouveront pas de trou où se cacher dans le monde. Soit c'est ça, soit on passe par ça. Et moi, je suis de ceux qui disent que la transition peut se faire sans aller dans le règlement de compte, exécution et des choses comme ça. Les Algériens ne veulent pas de ça, en fait. Ils le disent sans arrêt. Ils sont capables de tout pardonner pour tout recommencer? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Oui, moi, j'ai ma réponse personnelle. Parler au peuple, mais ma réponse à votre avis, est-ce que ce ne serait pas mieux d'envisager ce scénario de réconciliation, même à nos dépens? Même à nos dépens, oui, de leur donner $1 million et de partir. Quelque chose comme ça. Il a dit, il faut leur donner 25%. Oui, voilà. Non, en fait, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas à une fausse transition, je ne crois pas à une fausse justice, je ne crois pas à des scénarios qui seraient
surfait ou la superficielle qui ne règle pas les problèmes. Il faut que justice soit faite. Il faut que vérité soit dite. Et ça, on ne pourra pas faire l'économie de ça. Impossible. Mais et on pourrait on pourrait susciter une dynamique vérité et justice, pas seulement depuis les années 90, depuis 62, tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Je pense que si on va vers un état de droit, un état comme sont en train de le demander les Algériens, je pense que tout ressortira. Et il n'y a pas de raison que ça ne ressorte pas. Sous quel prétexte, en fait? Bien sûr. Si on veut faire une fausse solution, ou faire des fausses solutions, ou des fausses transitions, etc., moi, j'y crois pas. Dans les pays où ça se fait comme ça, généralement, 5 ans plus tard, on est encore dans le même pétrin, en fait. Non, on fait une vraie transition qui va rendre justice, qui va dire la vérité, sans pour autant passer par la violence, sans passer par la vengeance où on va exécuter les gens, etc. On peut faire, selon des étapes, hein, bien sûr, il faut que ça ait un sens. Mais on peut faire comment on appelle ça, une amnistie. Ça peut se faire. Oui. Ça sera un référendum, ça sera un grand débat national où les Algériens vont se réconcilier. Pas dans le genre de la charte nationale de Bouteflika. Non, pas quelque chose de faux. Une vraie dynamique vérité et justice. Absolument. Qui précéderait l'amnistie. Absolument. Pas une auto-amnistie. Absolument. On peut le faire et puis les Algériens sont capables, il y a des gens qui sont capables de mener à bien ce type d'opération comme ça a été fait. Moi, je me reviens le cas, par exemple, tunisien. Oui. On a suivi un peu les personnes qui ont essayé de maintenir jusqu'au bout les procédures hadouta, la justice transitionnelle, faire témoigner les gens, montrer à la société ce qui s'est passé pour que plus jamais ça se reproduise, etc. Ça a été très difficile parce qu'ils ont lutté contre l'ancien système qui, lui, ça sera notre cas aussi. Oui. L'ancien système, il ne voudra pas qu'on aille vers la vérité, vers la justice. Bien sûr. Mais moi, je crois qu'on est capable de faire ça. Alors, Assia Gueshoud, d'abord sur le mardi des étudiants. Oui, alors le mardi des étudiants, j'ai bien aimé en fait la métaphore que vous avez prise en disant chrysalide. C'est vraiment un éveil citoyen d'une manière générale depuis le 19 février. Ce qu'on constate, c'est que la peur a changé de camp et c'est justement ce qui fait peur à ce régime. J'ai entendu plusieurs témoignages d'étudiants qui m'ont interpellée, notamment une des explications possibles, c'est qu'il y a des professeurs qui programment des examens importants les jours justement où ils sont censés sortir, hein, le mardi, et des cours aussi importants qu'ils ne peuvent pas louper, hein, parce que ça fait partie de leur cursus universitaire. Donc, c'est ce qui expliquerait éventuellement que tout le monde ne sorte pas ce jour-là. Une des explications, hein. Voilà, donc concernant la peur qui a changé de camp, ce qu'on constate, vous voyez, chez certains étudiants qu'on entend qui sont médiatisés comme Abdelnour, Chouki, voilà, il y en a pas mal, qui sont les dignes héritiers de Haller Lapointe, de Ben Mehdi, de la bataille d'Alger finalement, d'une manière générale. Ils n'ont pas peur, ils sont courageux, déterminés. Il donne une certaine force aussi à toute cette jeunesse pour rejoindre les rangs. On les voit, hein, vous voyez, dans les marches du mardi, quand ils prennent le micro, ils se mettent au-dessus des épaules d'un de leurs camarades. On sent une force, une énergie chez eux qui est incroyable. On les sent transcender. Et c'est justement ce que ce régime souhaite casser. C'est pour ça que là, vous avez 24 jeunes qui sont en mandat de dépôt, à l'image de Mohamed Tajadit, Malik Riyahi, Souhaib Debari. Ce sont des jeunes justement qui ont cette force, qui ont des millions d'autres personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, dans leurs vidéos, les lives, etc. Et aussi dans les marches. Ils ont ramené cette énergie très, très positive. Donc, le régime a peur de ça. Il a peur parce que c'est une des premières fois où il ne peut pas terroriser comme il l'a toujours fait par ses moyens de répression, d'arrestation. La plupart des jeunes qui ont été arrêtés justement ce samedi, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises. Alors, ils ont été malmenés. Justement, Assia, je me permets de vous interrompre. Nous allons mettre à côté de vous une liste qui va défiler
des Hirakistes qui ont été arrêtés à la suite des manifestations du Tassaïd. Je vous laisserai vous exprimer. Et je vous suggère, vous et Samir, de pouvoir vous interpeller l'un l'autre, éventuellement, vous questionner l'un l'autre, répondre. Nous allons vous laisser finir et nous allons mettre à côté de vous la liste de ces Hirakistes qui ont été arrêtés. Oui, alors je tiens à vous dire, Jamel-Din, c'est que la plupart de ces hirakistes, je les connais personnellement. J'ai été en contact avec eux parce que vous savez, dans cette révolution, il n'y a plus de frontières. Nous sommes tous liés, voilà, nous discutons ensemble, nous échangeons, on s'apporte mutuellement. Donc la plupart d'entre eux, je les connais. Et je voulais parler par exemple de Mohamed Selman, qui est venu de Chlef samedi pour manifester à Alger parce qu'il avait envie d'être avec ses concitoyens. Et vous savez ce qu'il lui a dit, le policier, quand il l'a arrêté? Il lui a dit: qu'est-ce que tu es venu faire, toi, de Chlef, pour venir dire ici Daoula Madania, Mche Askaria? Il l'a insulté. Justement, c'est le petit Saïd Chetouane de 15 ans, voilà, qui a été à côté de lui, qui l'a écouté. Et ce jeune, Mohamed Selman, c'est un jeune vraiment formidable, hein, qui est là depuis la première heure. Soheib, justement, qui a beaucoup culpabilisé samedi parce que Saïd, s'il a été arrêté samedi, c'est parce qu'ils ont vu qu'il portait le téléphone de Soheib dans la marche. C'est pour ça qu'ils l'ont embarqué, parce qu'ils voulaient prendre le téléphone de Soheib. Voilà, c'est une jeunesse qui aspire à vivre dans un pays de droit, avoir la liberté de s'exprimer. Ce sont des poètes la plupart du temps, hein, vous voyez. C'est eux qui sortent les shi'arat, les slogans, etc. Ils font rien de mal. Ils sont pacifiques. D'ailleurs, ils étaient très énervés samedi à la sortie du commissariat de Saïd. Vous avez vu les lives où ils étaient vraiment très énervés. Pourtant, dans l'heure qui a suivi, ils ont dit: Selmia, Selmia, on reste pacifique. Parce que notre objectif et notre arme, c'est le pacifisme. Face à un monstre. Est-ce que ces hirakistes qui sont arrêtés, torturés, harcelés d'une façon ou d'autre, qui sont mis en prison, est-ce que le régime n'est pas en train de faire d'eux j'allais dire, des représentants naturels du Hirak? La question est pour les deux, hein, Samir et Assia. Je pense que exactement. Plus ils arrêtent les gens, plus ils les mobilisent. Les jeunes là, on les a vus et pour certains, ils ont été arrêtés 3-4 fois peut-être. Et à chaque fois qu'ils sortent de prison, ils sortent extrêmement mobilisés et chargés et rechargés. Et plus visibles encore. Plus absolument, par l'opinion publique. On en fait des héros aussi, oui. Au passage. Bien sûr, on en fait des héros. Oui, mais on en fait des héros. Moi, ce sont mes héros, les petits jeunes. Ils sont au charbon, en fait. Ils sont au front. Moi, ça, à chaque fois, ça me tue quand je les vois comme ça embarqués. C'est des jeunes qui sont très conscients de la situation. Ils sont conscients des problématiques politiques, mais ils sont aussi conscients des dangers qu'ils prennent, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait d'aller en prison, etc. Ce n'est pas des idiots comme certains aiment à nous le rappeler sur Facebook, comme quoi c'est des enfants, ils ne savent pas, etc. On a des gens de 20 à 77 ans et on les voit comment ils sont très conscients, ils sont même conscients du danger dans lequel ils sont, etc. Et quand on les voit embarqués, mahgourin, et encore une fois, là, qu'on ne sait absolument rien du tout. C'est-à-dire que si ils ont beau nous raconter ce qu'on leur fait dans un commissariat, pour ne parler que de cette petite étape-là, je ne parle même pas du fait qu'on les embarque dans des casernes de l'armée, etc. Si tu assistais à ça, tu vas pleurer. Pleurer. Lui, il va venir nous la raconter. Il va nous avec de la pudeur, avec de la retenue. Tu as vu le petit jeune qui a subi des agressions sexuelles et tout. Tu as vu comment il a raconté la chose. Il était hésitant, il est hachem, etc. Du coup, je pense que, moi, je dirais juste, je laisse Assia continuer parce qu'effectivement, elle connaît les petits jeunes. Et moi, j'ai juste envie de dire, Billy, ces petits jeunes-là, je pense que dans la diaspora, on ne les laissera jamais tomber. Et ça ne fait que commencer. Plus ils les arrêteront, plus ici, dans la diaspora, il y aura plus de mobilisation en nombre.
et de mobilisation ciblée. C'est-à-dire que les cas de ces jeunes-là, les cas de torture, les cas de violence et de viol, etc., ils sont pris en charge et les institutions internationales reçoivent les alertes et il y aura même insistance. C'est-à-dire que, moi je dis, les gens de la diaspora, il faut qu'on aille leur prendre la tête aux institutions internationales sur chaque cas de violence, de torture, d'agression dans les commissariats ou dans Vous les comptez casernes. vous organiser pour la circonstance? Il y a déjà Une association ça qui existe soit... déjà. Ah, ça existe déjà. C'est-à-dire tous les cas qui sont... C'est comme en Algérie, par exemple, le fameux CNLD, qu'il faut saluer, très franchement. Absolument. Qui fait un travail remarquable. Même ici, dans la diaspora, Assia le confirmera, puisqu'elle-même, elle travaille sur ce genre de problématique. Je la laisse oui, elle en dire va un nous peu plus. expliquer. Mais il y a déjà des gens qui sont très mobilisés et Elle va nous le dire. qui n'ont rien raté de tout ce qui se passe. Alors, elle va nous le dire, mais avant, nous allons écouter Saïd Chetouane, sa dernière intervention, celle tout à l'heure. Il a participé au mardi 113, malgré toutes les pressions qu'on a exercées sur lui, la menace de le mettre dans un centre, d'emprisonner sa maman, et il est sorti tout à Il n'a l'heure. pas peur, j'ai juste, avant de lancer le Oui, truc, oui. de dire que là, le témoignage qu'il fait, c'est un témoignage sans contrainte. Parce qu'on a absolument. affaire à une grosse propagande autour de son affaire, mais là, on l'a écouté, il parle sans contrainte. Et on le voit, d'ailleurs on le voit, on le voit. بعفوية, innocemment. Nous allons le regarder, puis Assia va essayer de nous commenter tout ça. السلام عليكم خوتي الشعب الجزائري 140 ولايه اليوم ثلاثاء 111 انا مع خونا شوال سعيد هاو ليك اللي قالوا قنوات العرب اللي محمد تجاديد وصهيب دباغي استعملوا القضيه تاعو هاو ليك خونا وراه بتصور تاع محمد تجاديد هذو خوتي انا جامعهم بحب وجامي بحب هذو عرفتهم انا قبل الحراك عرفتهم هذو خوتي هذو وقفوا معايا خير من هذوك اليوم يقولوا بابا اسمح فيه انا ما بغاش يوقفوا معايا هذو وقفوا معايا خير من بابا من الاخر ما عندي ومع مكملين فيها هذه هي وحنا مع هذا المنبر نقولوا باللي لازم يحبس الاغتصاب ويحبس التعذيب. هذه المطالب شرعيه، الشعب الجزائري وعامل بالشارع بسلميه. هذه السلطات هي اللي تقوم بجرائم في حق الانسانيه، وحنا كشعب نندد بالاعتقالات وندد بها التعاملات اللا انسانيه وعلى العهد باقون. اطلقوا ولاد الزواوله، اطلقوا محتجاتات، اطلقوا صهيب دباغي وكل المعتقلين وطارق دباغي وكل المعتقلين وسمان سوا متيجي زكريا واسمه واحد جزائري ذكره في الحرس البارح كيف طلع عند حقوق قاضي حقوق قاضي الاحداث تاع اللي مهنا ربي يحفظك تيجي هضرتي معايا شغل يما كي تهضر معايا ربي يحفظك ما البروكورور يجلس عنده ربي يحفظه بصح انا شو ما كنتش كاع لابوليس عياني باسكو من حقه يرفدني باحترام ماشي يتحرج بي جنسيا ويقول لي انت ماشي راجل ويمك ماشي شرعيه وانت ماشي شرعي هذا ما هاو ليك كاين الشاب في عمره 15 سنه شوفوا خوتي واش هو يصرى بون خوتنا من الواقع. Assia Guichoud, d'abord commentaire sur l'affaire Saïd Chetouane, et puis nous reviendrons, comme le proposait Samir Chicha, sur la façon de les protéger de loin, de dénoncer le régime algérien, de montrer ses frasques aux opinions publiques internationales devant les institutions. Mais d'abord, sur l'affaire Chetouane. Oui, sur l'affaire de Saïd Chetouane, il faut savoir, enfin, on a eu quand même beaucoup d'informations depuis. Il faut savoir que ce jeune, en fait, des membres du régime sont allés voir sa famille pour leur faire des propositions directement, notamment au père. À qui ils ont proposé de porter plainte contre Mohamed Tadjadid et Sohaib Dabari pour détournement de mineurs. Donc, ils ont d'abord essayé de les convaincre de porter plainte contre Mohamed Tadjadid et Sohaib Dabari. Et après,
finalement, ils sont passés à un autre scénario, comme quoi ces deux jeunes étaient sous l'influence de Rachad et ils ont voulu récupérer l'affaire du petit Saïd, monter finalement l'affaire de toutes pièces, parce que d'après eux, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de maltraitance, voilà. Pour simplement servir les affaires de Rachad. Voilà, on revient toujours finalement au même scénario, hein. On le voit depuis quelque temps, cette propagande qui met en avant Rachad comme si c'était ceux qui conduisaient le Hirak, alors que Rachad, le mouvement Rachad lui-même dit qu'il est qu'une goutte d'eau dans l'océan du Hirak. Mais eux, ils veulent absolument faire croire que le Hirak est une goutte d'eau dans l'océan de Rachad. Et c'est totalement le contraire. Vous avez vu Rachad, la une de Soir d'Algérie où on pose la question est-ce que c'est Rachad qui serait derrière l'affaire Ch'touane? Et pour illustrer l'article, on ne met pas Rachad, on met une photo de Ali Belhaj accompagné d'autres membres du FIS. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, parce qu'en fait, on a quand même affaire à des montages absurdes, absurdes, et je ne sais pas à qui ils souhaitent vendre ça, parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Vous voyez à quel point c'est minable, en fait. Je vais juste rebondir 2 minutes sur l'intervention de Tebboune, justement hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais est-ce que vous avez vu le niveau? Finalement, d'une manière générale, que ce soit leur propagande ou leurs interventions, leur stratégie, etc., tout a un niveau, mais vraiment pathétique. C'est pathétique. Et cette une du soir, mais qui va y croire? Est-ce qu'on va dire que ces millions de Est-ce que ce n'est personnes qui pas sont une telle sorties une pour Rachad? avec une telle une, avec une telle photo, en plus de la déontologie, est-ce que ce n'est pas insulter l'intelligence des Algériens? Franchement. Ah mais, non, mais vraiment, c'est insulter l'intelligence de tous les Algériens, que ce soit sur leur capacité de comprendre, de savoir, de s'être informés, de connaître l'histoire. Ils savent très bien ce qui s'est passé dans les années 90 jusqu'à nos jours. Donc, finalement, ça s'adresse à qui? Parce que, en fait, on se demande, hein, même la propagande qu'il y a eu à l'extérieur, là, à l'étranger, que ce soit à la place de la République à Paris, on a l'impression que ça s'adresse un peu à l'Occident, c'est-à-dire regardez le Hirak, il y a un danger islamiste, il faut nous aider à l'arrêter, à l'éradiquer. Vous voyez, on se demande finalement à quoi sert toute cette propagande. J'arrive pas à les suivre, je vous dis franchement, et c'est vraiment insulter notre intelligence. Tous, hein, qui sommes là depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, c'est vraiment très insultant. C'est vraiment très insultant. Alors, restez avec nous et nous allons tout à l'heure revenir sur cette question de porter assistance aux militants du Hirak depuis la diaspora, depuis la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, partout où les Algériens sont en train de se mobiliser. Mais avant, Samir, le président Tebboune a présidé la réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. Et on y voit hein, sur le site de l'APS, l'agence officielle. Tout à l'heure, vous avez dit que ce régime perd patience. Il donne des signes de panique. Alors, je vous lis le communiqué. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé mardi 6 avril 2021 la réunion périodique du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politiques et sécuritaires. Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a salué les efforts déployés, etc., par les institutions de l'État pour la préparation des élections, etc., etc. Et le Haut Conseil de sécurité s'est également penché, écoutez bien, sur les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme qui exploitent les marches hebdomadaires. Bon, alors d'abord, pour ce qui est des milieux séparatistes, le MAC, pour ne pas le citer, le MAC n'est pas dans le Hirak. Et pour ce qui est des mouvances illégales proches
du terrorisme qui exploite les marges hebdomadaires. Il parle de qui? De Rachad? De Rachad, je pense que Rachad est une association légale. Tout ce qu'il y a de légal, en fait, il n'y a aucun problème. Elle existe, il me semble qu'elle a une légalité en Suisse et peut-être une association ici en France aussi, il me semble. Enfin, je sais que... Pas en Algérie? Aucune chance? Non, en Algérie, comme disent les gens, je ne vais pas parler en leur nom, hein, mais les gens de Rachad, ils disent qu'ils ne demandent pas l'agrément à un régime illégitime. Illégitime, à une dictature, etc. Non, comme quoi ils sont en train de... Je ne sais pas. Ils sont dans un autre monde que celui des Algériens, on va dire. La preuve, c'est-à-dire mettre ça à l'ordre du jour du Haut Conseil de sécurité. Ni le MAC, ni une mouvance illégale, comment il dit ça, proche du terrorisme n'est dans l'enjeu. En réalité, non, ils sont dans un autre monde. C'est la fuite en avant. Et je pense que moi, c'est mon avis, hein, c'est depuis des années qu'on les suit, ils n'ont plus aucune solution, en fait. Ils n'ont pas de solution. C'est qui m'égoulent les Algériens, donc le télébarquisme. Le télébarquisme, exactement. On y va, ça convainc personne, ils tirent surtout dans tous les sens, en fait. C'est le soldat pris dans la panique qui commence à tirer partout. D'ailleurs, et qui s'invente des ennemis. Oui, parce qu'il faut le rappeler. Et puis qui tire sur ses amis aussi. On les a vus comment ils sont en train de se mettre en prison. Des anthropophages, ils se bouffent les uns les autres. Mais Samir, très franchement, Rachad, moi, la plupart, c'est des amis personnels. Mais Rachad, en fait, ce sont eux qui les ont créés réellement. Rachad, ils militaient, ils actionnaient, mais c'est eux, à force de les désigner comme Bouloulou, le Roule, l'épouvantail, ils en ont fait une organisation terroriste mondiale. Parce qu'ils n'ont pas de solution. En fait, ils sont face à un peuple, si je peux me permettre l'expression, ça veut dire qu'ils ne l'attendaient pas, tellement ils l'ont méprisé. Ils ne l'attendaient pas. Et puis, secondo, le peuple est sorti d'une manière extraordinaire, massive, très consciente, avec des objectifs à atteindre clairs, nets, précis, sans ambiguïté, etc. Donc, le régime, il est très, très mal. Il est très mal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de solution et tout. Ils ont cherché des stratagèmes, en fait. C'est tout classique, de vieux stratagèmes. Oui, et qui ne tiennent pas la route et qui sont boiteux, leurs stratagèmes, parce que leur situation est catastrophique, en fait. Parce qu'ils sont morts. Ils n'ont plus d'arguments politiques, ils n'ont plus d'arguments, y compris au sens économique et sociaux, etc. Mais ça devient grotesque, Samir. Vous vous rappelez, le jeune Naqesh, l'affaire, le scandale, quand il a éclaté, ce qu'ils ont fait dire à leurs médias, c'est que Naqesh appartenait au MAC. Ça veut dire le fait d'appartenir au MAC, ça justifie le viol. C'est incroyable de dire ça. Oui, sur cette partie-là, non. En fait, déjà, moi, je retiens le fait qu'ils sont complètement KO. En fait, ils n'ont plus d'arguments, etc. On a des arguments comme ceux-là, élevés jusqu'au niveau du Haut Conseil de sécurité, des arguments aussi boiteux, qui ne tiennent pas la route, qui ne relèvent pas de la réalité et tout. Donc, ils sont morts, ces gens. Et sur le fait de torturer, je pense que c'est encore un sujet encore beaucoup plus grave, à mon avis. Oui. Et à mon avis, c'est ceux qui sont... Nous allons en parler du terrorisme. Voilà, okay. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette histoire du Haut Conseil de sécurité, de cette bipolarité qu'ils essaient d'installer bissif? Attention, il y a d'un côté les terroristes et de l'autre les séparatistes. Les deux béquilles du Hirak. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça, Ce que je peux dire, c'est rejoindre ce que Samir disait, c'est qu'ils sont terminés, ils sont finis, ils n'ont plus rien. Ils sont au bout du bout, là, en fait. Hein. Et quand on sait qu'on a affaire quand même à des vieux séniles qui ne savent pas comment se renouveler, comment vivre avec leur temps, alors que là, nous avons une génération... finalement, regardez toute cette jeunesse, presque 50% de la population a moins de 25 ans en Algérie, c'est-à-dire qu'ils les ont dépassés, que ce soit dans la conscience politique, voilà, ils sont absolument en dehors de tout, en fait. Ils sont has-been, comme on dit. Par contre, je tenais juste à souligner, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a quand même l'AFP, qui est un organe de presse quand même très important en France, qui a relayé cette information.
Et j'ai été assez surprise de lire dans Le Monde, Le Figaro, vous voyez, tous ces quotidiens, qu'ils ont repris les mots du MAC, donc le mouvement séparatiste du MAC qui aurait finalement capté le Hirak, et ils ont parlé de Rachad en la qualifiant d'organisation islamiste. Ça a été relayé dans Le Monde, Le Figaro, voilà, c'était une dépêche de l'AFP, mais ça a été relayé partout. Et là, j'ai été inquiétée. J'ai été inquiétée pourquoi? Parce que je me suis dit, si eux relaient ces fausses informations, c'est qu'il y a une stratégie derrière de diabolisation du Hirak. Parce que finalement, l'AFP, qui est censé vérifier l'information, c'est là où c'est très grave. Vérifier avant de publier, de vérifier toute information. Aurait dû d'abord se renseigner sur le mouvement Rachad, qui est une association, comme le disait Samir, qui est autorisée en France. Si ça avait été une organisation terroriste, comme l'a qualifié le régime, elle ne serait pas autorisée. Elle fait partie des associations, statut des associations loi 1901 en France. Elle a aussi un statut d'association en Suisse, peut-être même en Grande-Bretagne, je ne suis pas sûre, hein, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais si ça avait été une organisation terroriste, elle ne serait pas autorisée à être inscrite au registre des associations en Europe. Alors, je me permets de vous interrompre à quelque chose parce que nous devons avancer. Il y a un sujet intéressant à traiter. D'abord sur ces organisations dont a parlé Samir de la diaspora qui pourraient donc servir de relais médiatique, de relais juridique, d'assistance. Vous pourriez nous dire quelque chose sur ce qui se passe, ce qui existe en ce moment, ce qui se fait? Alors, je suis agréablement surprise depuis quelque temps parce que, en fait, dans la diaspora, il y a un certain nombre de personnes, et de plus en plus nombreuses, qui se sont pris de passion pour ce travail des droits de l'homme. Et finalement, il y a des groupes de travail, voilà, j'en fais partie, la plupart d'entre eux, tous ces groupes-là, où on se réunit justement pour savoir qui fait quoi, comment, qui est interpellé, de quelle manière, quel communiqué écrire. Donc, vraiment, ce travail, je le salue, il est fait par un certain nombre de personnes. Donc, j'ai l'impression que maintenant, les Algériens de la diaspora ont compris que nous avions un rôle très important à jouer pour protéger nos concitoyens à l'intérieur. Surtout depuis donc l'affaire de Walid Nqish, les affaires de torture, hein, voilà, et de sévices sexuels. Ça a éveillé chez nous, ça a touché notre sensibilité, ça a éveillé chez nous une espèce de volonté de se battre encore plus. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait actuellement. Sachez que ça prend du temps quand même, c'est pas, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi des avocats qui sont connus et reconnus sur le droit international qui font ce travail, que ce soit au Canada ou en Suisse ou en Grande-Bretagne, donc, ou en France. Et c'est vraiment très très bien, vraiment, vraiment, je l'encourage. Il faut que tous ces groupes-là se Très multiplient. bien. Nous allons essayer un jour de consacrer une émission à ce volet, à cet aspect des choses. Mais sinon, en attendant, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur la torture, Samir, avec le fameux slogan Mukhabarat Irhabiya. Nous savons tous que dans les années 90, la torture qui s'appelait à l'époque, elle portait un euphémisme très particulier, l'exploitation. On disait l'exploitation et de l'exécution sommaire, des gens qu'on abattait sur le bord des chemins ou qu'on jetait depuis des hélicoptères dans les maquis, on appelait ça la péremption. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'exploitation, la torture, la question, était un moyen non pas d'interrogatoire, mais de terreur. C'était pour terroriser les gens. Donc tu as intérêt à tenir à carreau. Ouais. Mais là, en temps de paix, les gens qui torturent ou qui procèdent à des attouchements sexuels et plus à des viols, comme cela a été le cas pour le jeune Nqish, comme cela a été le cas pour le jeune de l'Bayed Ayoub Chayatou. Pourquoi cette pratique? Est-ce pour terroriser ou est-ce que parce qu'à l'intérieur des forces de l'ordre, il y a des sadiques, des pédophiles, des malades mentaux? Oui, sûrement. Sûrement qu'il y a des gens comme ça. Je ne sais pas l'ampleur de ces sadiques-là, je ne la connais pas.
Je pense que partout dans le monde, il y a des sadiques au sein et des flics et des surveillants de prison, etc. Il faut voir. Mais qui n'ont pas l'abri de coups, qui ne peuvent pas se permettre de... Absolument. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on a sûrement ces gens qui exécutent là complètement tout en bas de l'échelle et tout, c'est lui qui va torturer, ou c'est un malade mental ou un détraqué, etc. Mais la responsabilité incombe à ceux qui sont au-dessus. Absolument. Il y a quelqu'un. C'est-à-dire que... Et un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que ces affaires-là, elles seront tôt ou tard jugées. Elles seront tôt ou tard jugées. Et quand elles sont annoncées et qu'il y a des gens à l'international, comme le rappelait Essia, ou à l'intérieur du pays, quand ce genre d'affaires sort, c'est-à-dire qu'on a un dossier sur ça, il est tout de suite transmis à des institutions qui sont chargées de traiter ce genre de dossier. Et quand un dossier il est ouvert, il ne sera plus jamais fermé jusqu'à ce qu'il soit traité. Ouais. Donc les gens qui ont commis ça, soit l'exécutant, soit sa hiérarchie, qui a des responsabilités à assumer, ils rendront des comptes. Et un autre truc, moi je suivais, je n'ai pas envie de citer son nom, un journaliste algérien libre, qui dit, moi je suis en train de suivre les cas d'attouchement, d'agression sexuelle, etc., qu'on est en train de signaler, et il dit, j'ai l'impression que ça commence à devenir systématique et que ce n'est pas dû à des gens isolés dans leur coin parce que c'est un désaccès sexuel, etc., il va aller faire des choses comme ça. Non, apparemment, on est en train de relever un peu partout sur le territoire national. C'est un instrument de terreur, on peut comprendre de dissuasion. Qu'ils veulent faire peur aux Algériens et ils ont tort parce qu'ils ne peuvent plus faire peur aux Algériens. Les gens, quand ils sortent de prison, même quand ils ont été extrêmement violentés, ils sortent totalement mobilisés pour le Hirak. Et il y a un truc qui les mobilise, les gens. Wallah, c'est un détenu, un jeune, il devait avoir 20 ans. Ou les 25 ans, il est sorti de prison. Il a fait son petit discours avec ses copains qui l'attendaient dehors. Il a dit une chose qui, moi, m'a marqué. Il dit, nous sommes entrés en prison pour nos idées et pour un idéal politique pour notre pays. Nous ne sommes pas des délinquants parce que j'ai volé, j'ai été pris dans une affaire de drogue et tout, on m'a jeté en prison. Tu as beau être fier et tout, mais tu as été pris en train de voler. Ces gens-là, on les a mis en prison pour un idéal politique. Plus tu les mets en prison, plus tu les mobilises, plus ils sont convaincus de la justesse de leur cause, etc. Et plus si on fait des héros. Voilà, et on en fait des héros. Et sur la torture, encore une fois, rien n'ira dans la poubelle. Rien n'ira dans la poubelle. Et nous sommes à un moment où, peut-être que pendant les années 90, il y a eu généralisation de la torture, d'exécution, etc., mais ça s'est fait quasiment à huis clos, y compris avec la complicité des médias étrangers. Des intellectuels et des politiciens de l'époque. En France, etc. Ça peut ne parler que de la France. Vous vous rappelez BHL absolument, ils les ont protégés. Caroline Fourest et les autres. Ils ont diffusé dans les médias des récits qui n'étaient pas vrais, alors que sur le terrain, il se passait des horreurs, mais extraordinaires. On a su ce qui s'est passé. Il y avait des gens qui étaient sur le terrain qui n'ont pas eu peur et qui ont été récoltés de l'information et qui ont documenté tout ça. Ils ont écrit des livres. Des transfuges du DRS. Mohamed Samraoui, entre de nombreux autres. Moi, je pense au bouquin qui a été écrit sur la torture en Algérie et qui, visiblement, si je ne dis pas de bêtises, a été interdit de diffusion en France, interdit d'édition en France. Livre blanc sur la torture en Algérie, en 2 tomes, et il me semble qu'ils ont eu... c'est un livre collectif, il y avait beaucoup de collectifs d'avocats et de militants des droits de l'homme qui ont rapporté... De Hogar, je crois, de la maison d'édition Hogar, d'Abbas Aroua. Voilà, entre autres. Et donc, on a eu ça. Donc, on sait, je veux dire, il y a des gens qui ont témoigné. Mais là, actuellement, le petit jeune qui a subi une agression sexuelle, sa vidéo... D'abord, quand il est sorti de prison, et c'est là où il témoigne, il dit les choses exactement comme elles sont passées. Tout le reste, je vous le dis, on est en train de subir une propagande sur Facebook, sur les médias et tout. Ils sont en train de lyncher, etc. Mohamed Tajedid est en train de prendre plein la gueule de la part de certains. Le poète absolument. Qui des gens qui sont pris à lui. Parce qu'il y a une propagande, parce qu'on veut donner un récit qui n'est pas vrai. Eh bien, maintenant, la torture. Elle fait le tour de l'Algérie 50 000 fois en 24 heures.
Tu vois, Ça veut Ce dire n'est- qu'en ce n'est plus les 90, années si on 90. avait les mêmes moyens, il n'y Ça aurait serait pas pas- eu les horreurs et les atrocités. Ben, je pense qu'un voleur, il a peur de voler quand il y a une grosse lumière sur lui. Comme Absolument. Ça. Il préfère voler quand il fait noir. Quand il fait etc. noir, Voilà. ou quand il est dans un huis clos organisé. Absolument. Assia Gchout, sur cette histoire de torture, de viol, est-ce que c'est une règle héritée des années 90 et qui perdure dans les locaux des services de l'ordre, comme on dit? Est-ce que c'est commandité pour servir, comme dans les années 90, d'instruments de terrorisme, pour faire peur, ou est-ce que c'est juste des sadiques, des pédophiles qui nichent un peu dans la police, dans la gendarmerie, dans le DRS? Et est-ce surtout un sentiment d'impunité qui règne dans ces organisations, j'allais dire? Quand on regarde un peu l'attitude qu'a la police vis-à-vis de citoyens algériens, vraiment, c'est exactement la même attitude qu'avait le colon avec son ennemi algérien, l'autochtone, voilà, qu'il considérait comme l'indigène, comme la personne à abattre. Finalement, ils ont vraiment cette attitude. Et je me pose une question, c'est comment ils sont briefés avant une manifestation? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est aller mordre? Est-ce qu'on leur donne des cachets? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, en l'occurrence, c'est un Algérien qui torture un autre Algérien, qui viole un autre Algérien. Cette attitude, je n'arrive pas à la comprendre parce que vous savez que quand on n'a pas soi-même voilà, ce manque d'humanité, on ne peut pas comprendre celle des autres. Par contre, je me pose une question. Vous savez que le fait d'avoir ratifié des conventions, des pactes internationaux font que l'Algérie bénéficie d'un certain budget pour former la police. Ça va du Short el Basset jusqu'au commissaire, etc. Donc pour les former aux droits de l'homme et les sensibiliser à cette question. L'Algérie en a bénéficié. Il y a eu un budget de l'Union européenne, mais aussi du Haut Commissariat des droits de l'homme. Il y a des choses, des formations qui ont été mises en place. À plusieurs reprises, les signatures c'était en 1986 et depuis il y a eu beaucoup de formations et je me demande vraiment est-ce qu'elles ont été accomplies, est-ce que ces policiers ont été formés véritablement, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Il va falloir qu'ils rendent des comptes parce que si vraiment ils ont été formés et qu'ils continuent à agir de cette manière-là, c'est que le formateur, je ne sais pas, il avait tout faux ou eux n'ont rien compris. Je vais vous donner une petite information à Assia Gchout. Parmi ces formations financées par l'Union européenne, il y a une formation qui a été financée en matière de cybercriminalité. Oui. Surveillance des réseaux. En fait, qu'est-ce qu'ils leur ont appris? Au lieu de lutter contre la cybercriminalité, les Européens, les experts européens ont appris à la police et à la gendarmerie et au DRS comment fliquer les réseaux sociaux, comment hacker les réseaux sociaux, comment les infiltrer, comment diluer, diffuser, faire de faux profils, etc. Voilà ce que les Européens ont appris aux services de sécurité en matière de cybercriminalité, comme ils disent. Je vous laisse poursuivre. Oui, exactement. Et on en avait débattu une fois ensemble sur votre plateau, Monsieur Benchenouf, sur cette question. C'est tout de même incroyable. Donc peut-être que cet argent qui était censé former les policiers aux droits de l'homme, aux conventions, aux pactes. Je l'avais publié une fois, c'est une formation très très riche, vraiment. Et pour chaque fonction, il y avait cette formation. Voilà, il faudrait peut-être leur demander de rendre des comptes sur cette question. Mais c'est vrai que les méthodes nous rappellent d'une manière troublante ce qu'ils ont fait dans les années 90. Et c'est là où nous sommes obligés de parler des années 90. La comparaison est là. Nous ne pouvons pas, ceux qui nous disent que ce n'est pas le moment de parler des années 90, etc. Mais en fait, leurs méthodes sont calquées de celles des années 90 aujourd'hui. Ils agissent de la même manière. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu toute une campagne contre les enlèvements comme il y a eu dans les années 90, aujourd'hui, il y aurait, Mohamed Tajadit, Malik Riyahi, ils auraient été enlevés et on ne les aurait pas retrouvés pendant 25 ans. Comme ça a été fait avec beaucoup de jeunes dans les années 90. Ils les auraient tués sur la place publique et ils auraient dit c'est les gens de Rachid qui les ont tués, c'était des règlements de compte. Voilà, c'est grâce aux réseaux sociaux
qu'on n'en arrive pas encore là, alhamdoulilah, mais c'est les mêmes méthodes. Force est de constater que ce sont les mêmes méthodes. Merci Assia Guchoud. Malheureusement, le temps de l'émission est épuisé. J'espère vous revoir bientôt dans cette émission. Samir Belatesh, le mot de la fin, en moins d'une minute. J'en profite pour dire ma solidarité avec la jeunesse algérienne en général, avec ceux qui sont en prison et tabassés et maltraités, insultés par la police et les services de sécurité. Et une dernière chose, mobilisation, التصعيد ومدنية ماشي عسكرية. Madania, Monsieur Askaria, que je répète après vous. Merci Samir Belatesh, merci Assia Guchoud, merci Qadour Chouicha, merci Aïssa Rahmoun, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bslama, silmiya, silmiya, khawa, khawa.